Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis. Bonjour André-Sylvain Latour et j'aimerais saluer madame ma fiancée qui nous écoute systématiquement tous les jours pendant le 24 minutes. Bonjour Gabriel, tu nous donneras ton feedback après la séance. Alors écoute, un aussi qui a eu du feedback, c'est Pablo Rodriguez. Excuse-moi, je m'attendais pas à ça. Alors, il a eu du feedback de son ami Denis Coderre, son chum, comme a dit Denis Coderre. Un chum, c'est un chum, hein? Faut pas l'oublier. Oui, retour à la commission Charbonneau dans le temps. Une citation qui a quand même marqué l'imaginaire collectif. Certainement, oui. Un chum, c'est un chum. C'était pas Monsieur 3%, je pense, peut-être, qu'il avait dit ça, quelque chose comme ça. C'était un peu libéral, en tout cas, on va se le dire. C'était, en tout cas, ça s'est imprégné complètement dans l'histoire du Québec, je le dirais comme ça. Donc, que dit M. Coderre? Je rappelle aux gens que Pablo Rodriguez, qui est lieutenant politique de Justin Trudeau au Québec... Et ministre des Transports du Canada. Ministre des Transports, exactement. Un gros job. Oui, absolument. Et je me permets de le dire, excusez-moi, qui a une chevelure magnifique. tu es expert en chevelure. Oui, exactement, que j'envie à tous les jours que je le vois. Bref, Pablo Rodriguez, semble-t-il une rumeur vraiment assez forte, il n'a pas commenté lui-même, mais qui se présenterait pour être élu à la direction du Parti libéral du Québec. On sait que Denis Coderre a déjà annoncé son intention de briguer... Il est le seul. Qu'il l'a annoncé officiellement. C'est le seul candidat officiellement. Là, on devine... il y a Charles Milliard, qui est en tournée. Oui, c'est ça. Le député de... Marguerite Bourgeois, Monsieur Beauchemin, exactement, ça, et le maire de Victoriaville aussi, qui pense peut-être... Il a quand même travaillé avec Alain Reyes. Mais il y a juste Coderre qui est vraiment en lice pour l'instant. Exactement. Donc, je sais pas précisément si M. Coderre sent un peu la soupe chaude ou un adversaire de taille. Mais je pense qu'il espérait un espèce de couronnement, M. Coderre, qui n'ait aucun autre candidat et qui fasse juste surfer jusqu'à la direction du parti. Non? Je veux pas présumer de ses intentions, mais si je me fie à la dernière campagne électorale de Montréal, peut-être qu'il a pensé ça. Excusez-moi, M. Coderre. Non, on le salue. On le salue. Ceci dit, selon lui, le timing pour Pablo Rodriguez, il est pas bon. Il devrait plutôt se concentrer à ce que le Parti libéral du Canada gagne l'élection partielle dans la salle Aymar et Verdun. Ça, c'est quand même le 16 septembre prochain. Il faut dire que la course officielle va commencer en janvier. La course du PLQ à la chefferie. C'est en janvier. Tout ça m'étonne parce que le choix, ultimement, se fera le 15 juin 2025. Il me semble qu'on en parle de cette course à la chefferie comme si... je sais pas, c'est loin. Là, le Parti libéral du Québec est un parti extrêmement important dans l'histoire. Dans l'histoire du Québec. Il a été malmené aux dernières élections. Il n'est pas enterré. Non. Donc, il ne faut pas sous-estimer non plus. Des fois, un bon chef... quelques bons candidats qui se rallient à lui, ça pourrait causer une surprise. Comment ils appelaient ça, là, genre un parti naturel de gouvernement? Là, je sais plus trop c'était quoi l'expression. C'était une drôle d'expression. Mais, et donc, il devrait se concentrer sur l'élection partielle. Mais l'élection partielle, c'est comme dans 2 semaines. Là, je veux dire, c'est ça. 3 semaines. Oui, mais d'un autre côté, quand tu es une figure aussi emblématique pour le Parti libéral du Canada que l'est Pablo Rodriguez, et que là, ton parti est en train de se battre dans un comté, alors qu'à la base, on sait là, en Ontario, ils ont été complètement lessivés par... Oui, dans Toronto, Saint-Paul. Mais mon point, c'est que, je veux dire, Pablo Rodriguez, il pourrait bien faire la campagne partielle là, puis dans 3 semaines, annoncer. Tu comprends le timing, là, je veux dire... c'est parce que le timing de dire, savez-vous quoi? Oui, je vais me concentrer sur la partielle, mais je resterai pas après. C'est là que ça devient un petit peu, peut-être... C'est pas Rodriguez lui-même qui a fait valoir qu'il voulait être candidat. Là. C'est des rumeurs de couloir et tout ça. Mais tu sais, il n'a pas démenti, il n'est pas sorti, il n'a pas commenté. À un moment donné... Puis tu sais, entre nous, je veux dire, je porte l'hypothèse que peut-être que le Parti libéral du Canada ne sera pas élu de manière majoritaire aux prochaines élections. Fait que peut-être que Pablo Rodriguez aussi, il commence à
à sentir la fin d'une étape. Il cherche un autre emploi. Il se cherche un emploi ou une façon d'être au pouvoir puis d'influencer quand même. Parce qu'on verra ce qui va se passer au niveau fédéral, là, mais on sent qu'il va y avoir un certain ménage. Là, puis, est-ce qu'il va y avoir du mouvement. Puis c'est drôle parce que je pense que c'est toi qui m'en as parlé initialement de Pablo Rodriguez hier. Et spontanément, quand j'ai entendu ça, je pensais qu'on parlait qu'il allait remplacer Justin Trudeau et pas faire le saut au Québec. Et donc là, effectivement, il y a clairement une volonté d'aller à quelque part. Là, je vais te suivre là-dedans parce que Pablo Rodriguez égale PLC. Donc, dans le titre, c'était écrit PLQ, mais le cerveau, il a comme pas processé, il a arrêté libéral. Intéressant. Donc, sais-tu où M. Coder verrait plutôt Pablo Rodriguez? Non. Briguer la mairie de Montréal? Prochaines élections municipales? Oui. Ça n'a pas l'air d'être dans les plans, en tout cas, de M. Rodriguez. Ça n'a pas l'air. On se donne le Pablo. Tout savoir en 24 minutes. Une nouvelle, moi, qui m'a réellement fait sourciller. On parle beaucoup des noyades chez les enfants. Québec, en ce moment, est dans une grande campagne de publicité pour dire aux gens, d'ailleurs, si vous avez une piscine et qu'elle n'est toujours pas sécurisée correctement selon la nouvelle réglementation, n'oubliez pas que l'espèce de droit acquis que vous aviez, l'extension, se termine en septembre 2025. Okay. Donc, Québec a déjà entamé cette année le dernier droit de cette campagne-là pour que les propriétaires de piscines puissent se conformer à la nouvelle réglementation. Okay. C'est important. Puis les réglementations, c'est genre des hauteurs de clôture puis des affaires de même? Là? Exactement. Des clôtures complètes, des fermetures, des loquets, des choses comme ça pour éviter que les enfants tombent dans la piscine et qu'il arrive un drame. Mais sache que sur plus de 70 décès dus à une noyade au Québec, et là on parle depuis 2020 dans les piscines résidentielles, il y en a 40 qui touchent des aînés. C'est plus de la majorité. On est dans une proportion de quelque chose comme 60% des cas. Ça, c'est fou. Le Journal de Montréal qui a compilé ces données-là. Et je trouve que c'est extrêmement révélateur. Est-ce que c'est des personnes âgées qui sautent par-dessus des clôtures et des choses comme ça? En fait... Je fais de l'humour, je devrais pas, je suis désolé, mais c'est quand même des adultes en pleine possession de leurs moyens qui... Pas toujours. Non? Et c'est là qui est le truc. Tu vois, comme il y a une dame de 91 ans qui s'est noyée dans la piscine de sa résidence de Québec le 30 juillet 2023, selon le coroner, elle souffrait de problèmes neurocognitifs. Elle devait faire quelques travaux sur le bord de la piscine. Elle est tombée et elle n'a pas été en mesure de sortir, donc elle s'est noyée. Il y a d'autres personnes, disons, qui sont dans des résidences. Tu sais, des fois, tu as des grandes résidences comme, pour ne pas les nommer, là, les résidences Soleil, des grands RPA, complexes. Des grandes RPA. Là, exactement, tu sais, qui vont avoir des installations particulières. Dont des piscines. Piscines. Et il y a des gens, malheureusement, ils font des malaises dans la piscine et décèdent comme ça. Moi, je trouvais que c'était prenant quand même, comme... tu sais, parce qu'on pense que parce qu'on sait nager, parce qu'on a 70, 72 ans et qu'on est relativement en forme, il peut pas rien arriver dans ma petite piscine résidentielle. Sache que... Puis là, on parle de piscine, mais tu parlais des 70 décès, c'était 70 décès dans des piscines, c'est ça? Parce qu'il y a des décès par noyade dans des plans d'eau. C'est une autre catégorie complètement. On parle de décès de noyade dans une piscine résidentielle. OK, quand même. Exactement. Okay. Donc, tu sais, t'as tes aises quand t'es chez toi. Puis tu dis, je vais aller faire une petite baignade, une petite saucette parce qu'il fait chaud. Et tout d'un coup, X, Y, Z raison, tu tombes étourdi, tu perds connaissance, chute de pression, ça peut être aussi bête que ça. Sache qu'une tasse d'eau suffit à tuer un être humain. Alors imagine une piscine. Ce qui est donné ce qui est expliqué dans l'article, c'est que dans le fond, tu sais, quand tu tombes dans ta cuisine, tu vas avoir une grosse poque sur le front, mais tu peux continuer à respirer. Puis quand tu as un malaise dans ta piscine, c'est terminé. C'est instantané. C'est quand même fou. Moi, écoute, je n'ai jamais pensé à ça. Je me baigne régulièrement. Puis tu sais, un étourdissement est si vite arrivé. Donc, ce qu'il conseille, dans le fond, c'est de jamais se baigner seul. D'avoir toujours quelqu'un qui vérifie, un peu comme on fait avec les enfants. Tout à fait. Écoute, bonne leçon. On reprend ça. Tout savoir en 24 minutes.
Écoute, la pollution de l'air tuerait près de 1100 personnes par année à Montréal et à Toronto. On parle ici de particules ultra fines, donc ce qui est rejeté en gros par les voitures et les industries et tout ça. Et les feux de forêt. Tu te rappelleras quand il y a eu les feux l'été dernier? Ouais. Il y en avait de ces particules-là qui venaient là, avec les vents, là, quand les épisodes de smog là, qu'on a eu à Montréal, là, où l'air était jaune, orange. Là, c'était notamment ça. Là, mais c'était ces particules-là, puis c'est pour ça qu'ils recommandaient de rester à l'intérieur, de porter un masque, de ne pas faire d'activité physique intense à l'extérieur, parce que justement, ça peut accélérer l'inhalation de ces particules. Là. Et ce qui arrive, c'est qu'on ne fait pas juste les inhaler, on les absorbe. Donc, quand la particule ultrafine entre dans le poumon ou dans les poumons, là, ça s'en va dans le sang. Donc, ça causerait des maladies, selon des scientifiques de l'Université McGill, qui ont quand même utilisé des données de 2001 à 2016 dans des quartiers de Montréal et de Toronto. On parle quand même de 1,5 million d'adultes, fait qu'un échantillonnage quand même impressionnant. Et ils ont constaté que l'exposition à long terme aux particules ultra fines augmentait le risque de mort non accidentelle de 7,3% quand même. C'est intéressant, puis tu sais, j'ai l'impression parfois que l'air s'améliore avec le temps, mais c'est pas toujours le cas parce qu'évidemment, ces toutes petites particules-là sont imperceptibles, puis elles viennent de sources, comme tu disais, là, des fois qu'on a de la difficulté à cerner. Puis je pense que la réglementation est un peu floue là, à ce sujet-là. Hein? Exact. Il y a un problème de réglementation, mais tu vois, il cite entre autres New York, où la qualité de l'air des particules fines s'est grandement améliorée. C'est ça, okay, mais les particules ultra fines, elles, sont en augmentation. Donc, il y a moins de particules fines, puis il y a plus de particules ultra fines. Exactement. C'est donc, stressant. Ouais, quand même. Hein, ouais. Quand même. Tu as vu le film Spaceballs de Mel Brooks? Il y a très longtemps. Te souviens-tu? Le VR avec des ailes. Le VR avec des John ailes. John Candy. Exactement, exactement. Qui était Burke en français. Burke. C'est souvenir d'enfance. Je te rappelle ça parce que le Mel Brooks, qui joue le grand méchant, l'espèce d'empereur à ce moment-là, se tourne et ouvre une canette de Perrier pour sentir ça comme si... C'est comme s'il y avait... Oui, au lieu de Perrier, c'était écrit Perrier. Okay. Donc, souviens-toi, il s'en va voler l'oxygène d'une autre planète. Ah ouais, OK. Alors, je sais pas, mais quand moi je lis des articles comme ça avec des particules ultra fines, je me demande si un jour on va pas se rendre, peut-être, sans nécessairement embouteiller de l'air, mais peut-être vivre les fenêtres fermées beaucoup plus souvent. C'est-tu là-dedans qu'il y avait le robot qui se transformait en grosse madame qui tenait une balayeuse? Oui, là? Oui, c'est exactement ça. C'était pour aspirer l'air de la planète. Spaceballs, là, ouais. Merci de me rappeler ces souvenirs. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Je ne sais pas comment tu vas le prononcer, je vais le prononcer Tim Walz. Ouais. Waltz. Ben, il n'y a pas de T. Non, mais... Tim Walz. Comment ils disent à CNN, mettons? Ben, je vais dire Tim Walz, ça te dérange Valls, pas. Comme un Allemand. Ouais, ben... Ouais, OK, écoute, je te suis. Écoute, je sais pas quoi te dire. Monsieur Walz, et le fameux colistier de Kamala Harris. Écoute, ça, c'était extrêmement attendu. Je te l'ai déjà dit, quand on dort avec un éléphant, hein, le Canada dort dans le même lit qu'un éléphant. Ouais. Et ça peut faire tout un mouvement. Monsieur Valls, est-ce qu'on le voit? Oui. Bon, alors, il semble quand même beaucoup plus âgé, mais il a le même 60 ans. Oui, absolument. Harris, Moi, je trouve que c'est un peu le fils illégitime de Bernie Sanders et de Dick Cheney. Mais... et de Dick Cheney. Et de Dick Cheney, oui. Wow, OK, je savais pas que tu allais aller là. Mais politiquement, il est un peu le fils illégitime de Bernie Sanders, hein, tu sais, qui c'est un homme quand même assez à gauche. Là. Oui, c'est ce qu'on lui reproche, mais le clan de Kamala Harris, c'est ce que les républicains lui reprochent. Ouais. Le clan de Kamala Harris dit, écoutez, non, c'est pas vrai, il est plutôt au centre. Il a dit que, d'abord, il est gouverneur du Minnesota depuis à peu près 2019, donc il a dû composer avec la pandémie. Puis si vous le regardez avec nous, là, si vous nous écoutez, vous pouvez pas voir, mais il y a aussi un petit côté très, tu sais, casquette, running chou blanc, là, tu sais. Bon, on l'a vu lors de l'annonce, là, avec une cravate bleue puis un suit, un beau suit bien repassé, là, mais il y a beaucoup de contenu qu'il lui-même promulgue sur les médias sociaux où il est comme
hyper décontracté, là, la casquette, le t-shirt gris, là, vraiment c'est un ancien, homme du peuple. Là, ouais. C'est un ancien professeur de géographie et il a également été entraîneur de football. Il a fait ça pendant plusieurs années. Et quand on le voit, donc, avec son allure un peu plus vieille que Kamala Harris, certains internautes ont commencé à publier des photos de lui, avec la couronne, pas de cheveux et ainsi de suite. Puis ils se sont mis un peu à dire, voyons, y a-tu le même âge? Y a-tu si vieux que ça? Et lui, il a répondu, j'ai été surveillant de cantine pendant 20 ans. Tu ne fais pas ce boulot sans t'arracher les cheveux. Ça, c'est très drôle. Donc, c'est le genre de personnage, semble-t-il, qui a un humour assez bon enfant. Il est capable d'être très cinglant également. Donc, écoute, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va permettre à Kamala Harris de prendre un peu plus de galons dans les intentions de vote? Verrons-nous. Il y en a plusieurs qui voyaient, en fait, M. Shapiro. Attends un peu, je vais retrouver ma feuille, là. Ouais. Il voyait M. Shapiro comme Josh Shapiro, le gouverneur de la Pennsylvanie. De la Pennsylvanie, qui est un autre État clé d'ailleurs, oui, qui détermine si les démocrates passent ou ne passent pas. Donc, il y en a qui voient finalement la nomination de M. Valls comme un désaveu de M. Shapiro. Monsieur Shapiro est plutôt pro-Israël, mais il a critiqué Benjamin Netanyahou. Il y a des pro-palestiniens qui ont commencé à critiquer. Donc, finalement, les analystes aux États-Unis voient ça un peu comme le choix du compromis. Oui, tout à fait. Puis il faut dire, bon, il y a plusieurs dimensions. Déjà, Shapiro est perçu comme étant, encore une fois, là, je m'en remets à la rhétorique démocrate, mais est quand même perçu comme étant plus à centre, là, donc à droite peut-être de Kamala Harris. Monsieur Walz plus à gauche, là, donc c'est un peu ma lecture. Puis il y a toute la question d'Israël là, aussi là-dedans. Shapiro, bon, est un fier supporter d'Israël, il est lui-même juif. Et il y a évidemment dans le Parti démocrate actuellement une des lignes de fracture, là, c'est le soutien à Israël et ou au peuple palestinien. Puis il y a comme pas de milieu, on dirait, là, alors qu'on pourrait souhaiter qu'on en trouve un. Là. Il y a de la souffrance de part et d'autre. Mais il y a même Josh Shapiro, il y a certains démocrates qui ont commencé à l'appeler Genocide Josh. Là, fait qu'il y avait toute une campagne contre lui. Je sens pas qu'il y a autant de rancœur ou de rage contre Walz. Fait que même pour apaiser les démocrates eux-mêmes, même si elle se prive d'un très bon candidat en la personne de Josh Shapiro, elle a fait un choix qui fait moins de vagues, j'ai l'impression. Puis j'ai aussi vu que lorsqu'elle l'a annoncé, ou peu de temps après, ils ont fait un événement les trois. Donc Shapiro, même s'il mange peut-être son frein, là, puis il est peut-être pas super content du résultat, ouvertement appuie le ticket démocrate, puis va continuer à travailler dans la même direction. Fait que ça, je trouvais que c'était habile en termes de stratégie de communication politique. Depuis le retrait de Joe Biden de cette course-là, les démocrates font preuve quand même d'une unité qu'on a rarement vue. C'est ça, il faut gagner. Puis l'autre affaire qui est intéressante pour moi, c'est que bon, Harris, on l'a pas vu pratiquement pendant 3 ans et demi. Il y a plein de gens qui étaient comme un peu sous le radar. M. Biden, bon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, était comme évidemment, c'est le président des États-Unis, mais on a vu un peu peut-être Mayor Pete, là, tout ça, mais là, on sent qu'il y a comme plein de jeunes, en fait, ils ont 60 ans, là, mais il y a comme, c'est une autre génération, là, Nancy Pelosi, tout ça, les septa et octogénaires là, commencent à créer de l'air, puis c'est enthousiasmant, je pense, de voir ça. Les républicains vont être aux prises avec un drôle de problème lorsque M. Trump va soit partir ou mourir. C'est que là, il perpétue évidemment là, cette espèce de gérontocratie. Là, pour l'instant, les républicains sont le parti d'un seul homme. Hein, exactement. Là, puis on voit même avec J.D. Vance qui est comme vraiment placé dans sa petite case. Puis, avec ce qu'il a dit, c'est peut-être mieux pour les républicains. Effectivement. Peut-être qu'ils lui ont dit arrête. Bref, à suivre. Mais là, évidemment, ça fait pas 12 heures. Là, mais bon, Walz, j'imagine qu'on va en apprendre davantage à son sujet au fil du temps. Il a fait son service militaire. Là, bon, tout ça. Fait que ça va être intéressant là, d'apprendre comment la dynamique va se placer là, au cours des prochaines semaines. L'élection est dans moins de 100 jours. Hein, fait que en novembre. 5 novembre. Non, mais j'écoute un balado 3 fois par semaine, puis ils disent « With 102 days left to go ». Puis là, ils font le point sur la campagne, évidemment, à chaque fois. Très intéressant. C'est un point tournant, vraiment, de l'histoire des États-Unis là, qui absolument. Est en train d'être là. Je termine rapidement en disant que Donald Trump a évidemment réagi presque instantanément. Il a qualifié M. Valls de dangereux gauchiste extrémiste. Permets-moi d'émettre l'hypothèse que peut-être que son
son tweet était déjà écrit avant de connaître le nom. Peut-être. Actualité. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal et c'est surtout pas une raison pour assassiner le président adverse. Alors, je te parle de Vladimir Poutine qui aurait évité une tentative d'assassinat grâce aux États-Unis. Ça a été confirmé à la télévision nationale russe par Sergei Ryabkov, qui est un haut gradé là-bas, le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Lui, il a dit, écoutez, on a eu vent le 28 juillet dernier que, en fait, le président russe, le 28 juillet dernier, devait être assassiné par un genre de commando ukrainien. Et puis, donc, ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que les Russes ont pris le téléphone, ils ont appelé les États-Unis, puis ils ont dit « Hey, écoute, là, ça va barder si ça se produit. » Donc, les États-Unis ont dit « On n'a rien à voir là-dedans, on te le jure, on va s'organiser avec ça. » Donc, les Américains auraient appelé le clan ukrainien pour leur dire « Écoute, ce que tu es en train... » Abort, exactement. Ce que tu es en train de faire, ne le fais pas. Et selon Moscou, évidemment, ça a évité une énorme escalade. Tu sais... Difficile à dire quand même, hein? Ben, c'est difficile. Demain matin, Vladimir Poutine est assassiné, là. Est-ce qu'on pense vraiment que en 2 temps, 3 mouvements, son successeur va arriver puis va venir anéantir l'Ukraine? Là? Ça va créer... Écoute, ça fait des décennies qu'il est là. J'imagine que ça va plutôt plonger la Russie dans une... Je vois mal... ça problème... pourrait avoir cette conséquence-là, mais ça pourrait aussi avoir la conséquence inverse que tout ceci, c'est la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine, on s'entend. Là, je pense que, fait que ça pourrait mettre un terme définitif au conflit aussi. Là. Je dis pas que je le souhaite, mais je dis juste... je sais pas, ça semble être un drôle de pari. Ben, le problème de tout ça, c'est est-ce que, si ça se produit, est-ce qu'on va blâmer Zelensky ou si on va blâmer les Américains qui appuient Zelensky? Et là, tu rentres plus dans un conflit russe-Ukraine, tu rentres dans un conflit russe-États-Unis. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas l'impression que c'est une bonne idée. Non. Mais quand même difficile de pas faire le parallèle avec l'histoire de l'assassinat d'Ismaël Haniyeh plus tôt cette semaine en Iran, où les États-Unis étaient pas du tout au courant. Le chef du Hamas, excuse-moi, qui a été... il y a une bombe qui a été posée dans une résidence en pleine inauguration d'un nouveau président iranien qui est perçu comme un modéré, là, fait qu'on pourrait penser qu'il va peut-être mettre un peu la pédale douce dans la rhétorique. Puis là, c'est comme un drôle de choix en termes de gestion de risque là, d'Israël. Et surtout, je fais le parallèle, apparemment, les Américains n'étaient pas du tout au courant de ça. Puis ça, évidemment, en tant que plus gros allié d'Israël, ça a dû les fâcher pas mal parce qu'ils sont allés attaquer l'Iran, là, somme toute. Puis ils créent un peu des motifs de représailles qui sont, inutiles, je ne sais pas, mais de faire ça dans un événement... Ils donnent des arguments. Ouais, fait que... Puis là, que les Américains n'aient même pas été dans le coup, ça a dû fâcher les Américains aussi, là, pas mal. Contrairement à cette histoire-là, au moins, ils peuvent jouer leur rôle un peu de gendarme du monde, là, et faire de la pression sur Zelensky, puis essayer de ménager la chèvre et le chou. Bref, je trouve que le parallèle est intéressant là, dans les relations diplomatiques entre ces États-là qui sont actuellement dans des logiques guerrières. Mais peut-être à ce moment-là, si l'Ukraine agit sans en aviser les États-Unis et si Israël agit sans aviser les États-Unis, peut-être que les États-Unis, le blason des États-Unis... Ils sont plus dans le coup. Ça se peut. Puis pourtant, ils envoient des dizaines de milliards de dollars à ces pays-là. Je veux dire, la moindre des choses, ça serait qu'ils partagent un peu leur stratégie. Là, fait que je sais pas, à un moment donné... moi, en tout cas, si je t'envoie des dizaines de milliards de dollars, André Sylvain, je vais m'attendre à ce que tu me parles de ta stratégie la prochaine fois. J'en prends note. Tout savoir en 24 minutes. Et j'attends le chèque. Oui, c'est ça. Alors, Justin Trudeau-Castro, je sais pas comment ça aurait pu être... Je me tape la tête sur le micro, honnêtement. Ouais. La raison pour laquelle je l'appelle comme ça, c'est que Donald Trump est allé voir un influenceur, Adin Ross, qui s'adresse principalement à des adolescents et des jeunes adultes. Et il a dit, écoutez, il y en a qui disent, moi j'aime toujours ça, il y en a qui, traduction libre de « they ». Qui est comme la 3e personne du pluriel, qu'on sait pas trop c'est qui. Some say. Some say, ouais. On dit, mais pas le on, c'est ça. Il y en a qui disent, certaines personnes disent que Justin Trudeau serait le fils de Fidel Castro.
Il a ajouté, M. Trump, je le cite là en traduction, « Ça pourrait être vrai, tout est possible en ce monde. » Écoute, c'est quand même un peu rendu loin. M. Trump répondait à ce moment-là à un petit questionnaire, un petit quiz rapide de l'influenceur qui lui disait « Qu'est-ce que tu penses de lui? Qu'est-ce que tu penses de lui? Qu'est-ce que tu penses de lui? » Et ça a été sa réponse pour Justin Trudeau. Écoute, Justin Trudeau a quand même déjà dit que la relation avec la présidence Trump n'avait pas été simple. Il a admis aussi que c'était pas simple non plus avec Obama, mais peut-être dans une moindre perspective. Justin Trudeau avait d'ailleurs dit un deuxième mandat de Trump serait encore plus difficile. Trump lui a répondu un petit peu là-dedans. Il a dit ça prendra un conservateur à la tête du Canada. Ouais. Donc là, tu sais, on est dans l'ingérence. D'habitude, là, les chefs d'État. Mais je m'entends bien avec Justin Trudeau. Mais je m'entends bien avec Justin Trudeau. C'est ça. Ouais. Si Justin Trudeau était dans une RPA, Donald Trump irait le visiter. Là. C'est ce qu'on comprend. Il aime tout le monde, M. Trump. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Tout le monde. Il aime particulièrement Kim Jong-un. Il a dit maintenant, avec cet homme, je m'entends vraiment super bien. Je souligne quelque chose, moi, qui m'a vraiment fait sourciller. Il a reçu un Cybertruck. Quand il est allé là, Trump a reçu un Cybertruck de Tesla à l'effigie de Trump. OK. Donné. En Corée du Nord? Non, excuse-moi. Cette affaire-là. À Aden Ross, quand il est allé voir l'influenceur. Comme il est allé en Corée du Nord? Non. Quand il est allé à l'influenceur, il s'est fait donner un Cybertruck avec tous des collants de Donald Trump partout. Et il s'est fait donner une Rolex, comme ça. Parfait. Juste comme ça. Tout va bien. Je sais pas, les pots de vin, peut-être? Moi, si j'étais son relationniste ou son stratège de communication, là, je serais bien découragé. Mais je pense que le stratège et le relationniste de Donald Trump s'appelle Donald Trump. Oui, je comprends, mais là, comme tu sais, on est dans une campagne un peu serrée maintenant, là, on va se le dire, peu importe notre allégeance. Il y a l'annonce du VP, il y a Kamala qui reprend des trucs. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller parler de Castro puis de Justin Trudeau puis de te faire donner... Tu sais, c'est comme... C'est hors message, là, tu sais, c'est juste du bruit sur la ligne, là, tu sais, il y a sûrement des attaques légitimes puis de la politique intelligente à formuler, mais... Que nenni. Que nenni, oui, exactement. C'est tout. On est tout. rendu. On est déjà rendu. On est rendu. Écoute, j'ai encore du stock pour t'en parler. Je m'attendais à plein d'autres nouvelles intéressantes. On a résumé l'actualité en un peu plus de 24 minutes, mais c'est correct, c'était intéressant. On a appris plein de nouvelles choses. On va en apprendre encore demain. On se retrouve demain, oui.